Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Bonjour Florian, Je suis ravi que tu m'accueilles chez toi dans tes locaux. avec grand plaisir. C'est un plaisir d'être accueilli sur ton podcast. Ben, Maintenant en vidéo en plus. Et oui, c'est le premier épisode de nouvelle saison, donc on va tout mettre en format vidéo et j'ai la chance que tu ouvres le bal cette année. Eh ben, c'est trop cool. Alors aujourd'hui, on est pour toi sur la thématique 30 jours, 30 posts, 8 millions de vues. Vous avez bien entendu, un expert comptable qui a fait 8 millions de vues. Donc avant qu'on rentre dans le sujet, tu peux te présenter brièvement Raphaël ? Ouais. Donc je m'appelle Raphaël Attard, expert comptable, commissaire aux comptes. On a créé le cabinet Vélars il y a à peu près 2 ans et demi avec mon associé Benjamin Alali. On travaillait ensemble dans un précédent cabinet et on a décidé de monter notre cabinet parce qu'on voyait un peu le métier différemment. On avait envie de créer notre propre bébé et donc on est parti ensemble du cabinet où on bossait, qu'on avait beaucoup apprécié, on a beaucoup appris dans ce cabinet. Et on a décidé de monter Vélars et on a créé Ex Nihilo et on a grandi petit à petit. Aujourd'hui, on est donc nous deux avec une équipe de 10 personnes. On parle du sujet maintenant. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te lancer dans un défi de 30 jours, 30 vidéos, toi ? En fait, je me suis lancé ce défi parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire sur les réseaux, parce que c'est aujourd'hui vecteur de plein de choses, que ce soit vecteur d'acquisition client, que ce soit vecteur d'information, que ce soit pour nos clients actuels ou même pour des futurs prospects. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et il faut que je le fasse et il faut que je le fasse bien. Donc, j'avais essayé il y a à peu près 1 an de faire une vidéo, mais bon, je l'avais fait un peu à la one again. Donc là, je me suis dit, je m'y tiens, je le fais pendant 30 jours, je regarde si ça marche et au pire, dans 30 jours, j'arrête. Mais au moins, je fais un test. En fait, tu as voulu te donner à fond. Tu t'es dit, bah allez, on tente, on voit ça fonctionne pas, je laisse de côté, mais au moins tu t'es dit, on y va vraiment cette fois. Exactement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on peut avoir un retour d'information avec quand même des datas claires. On aime bien les datas dans notre métier. Donc je me suis dit 30 jours, c'est un bon test. Et je me suis dit, faut essayer de le faire tous les jours pour justement voir s'il y a un réel impact ou pas du tout. Derrière, c'est quoi ton objectif, toi, en fait ? Mon objectif, il est plusieurs. C'est développer déjà des nouvelles sources d'acquisition pour le cabinet. C'est de pouvoir aussi donner de l'information, parce qu'on est quand même un secteur qui est très peu représenté sur les réseaux sociaux. Et le public en général a besoin d'informations dans le secteur de la finance, de l'expertise comptable, parce que c'est un secteur qui a un jargon parfois compliqué, on comprend pas forcément tous les sujets. Donc c'est aussi ce but-là. Et il y a aussi un aspect très important qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est que nos propres clients apprécient aussi beaucoup ce format parce que ça leur permet aussi d'en apprendre plus et d'avoir parfois peut-être des idées sur lesquelles on peut discuter avec eux. Pourquoi tu as choisi LinkedIn et pas TikTok, Insta Alors j'ai choisi LinkedIn parce que c'est aujourd'hui le réseau qui s'y porte le mieux, on va dire, c'est le réseau professionnel par excellence. On va dire qu'on n'est plus à l'époque du cher réseau, je cherche un stage professionnel sur LinkedIn. Ouais. Ça a un peu changé, on a une humanisation qui vient sur le réseau. J'ai l'impression qu'on commence à importer les codes de Facebook 2010-2015 sur LinkedIn aujourd'hui. Donc je pense que c'est un réseau qui mixe plutôt bien le professionnel avec un personal branding personnel. D'ailleurs, LinkedIn ne marche pas trop avec les pages professionnelles. C'est beaucoup plus avec des profils personnels. Donc, je me suis axé sur ce réseau. Je pense qu'il y en a qui peuvent se développer éventuellement sur Instagram et TikTok. Maintenant, je pense que c'est ce réseau sur lequel il y a le plus de monde dans le secteur professionnel. Et donc, pour l'instant, je me suis axé sur ça. Est-ce que tu peux me rappeler, avant le début des 30 jours, quel était ton niveau d'abonnés et de visibilité à peu près ? Avant le défi, je devais avoir à peu près 2000 abonnés. Et j'avais dû déjà faire quelques posts, 3-4, étalés peut-être sur 2 ans. Pas 8 millions. Non, pas 8 millions d'impressions, je crois. Je crois que mon plus gros post, il avait dû faire peut-être, je sais pas, 30 000 impressions. J'étais déjà hyper content. Ouais. Mais non, on n'était pas du tout dans ces chiffres-là. Donc là, maintenant, 8 millions, nombre d'abonnés, est-ce qu'il a grossi ? Nombre d'abonnés, là, je crois qu'on est à peu près à 7500. Donc il a bien grossi en 2-3 mois, là, je crois, c'est ça, à peu près. Donc, il a bien grossi, ouais. Comment tu as défini tes sujets pour ces 30 vidéos ? Déjà, quand j'ai commencé le challenge, je faisais des batchs par semaine. Déjà, pour avoir plus de retours terrain et parce que c'était le début, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais me lancer par semaine. Donc, déjà, toutes les semaines, je me posais un peu dessus. Et dans un premier temps,
je me suis dit, quand mes clients m'appellent dans la semaine, ou même des prospects, je vais voir quels sont leurs types de questions. Et ça a été ma première source d'information pour mes vidéos, parce que, en vrai, c'est les premières questions auxquelles tu peux apporter des réponses, et tu sais que ça va toucher du public. Donc ça a été ma première source d'information. Et après, deuxième source, en discutant par exemple avec Ben, mon associé, des fois on se posait, je lui disais, toi, c'est quoi les questions récurrentes que tu as? Et ça nous permet d'établir en tout cas une première liste de questions. Est-ce que tu as utilisé une méthode pour identifier les questions fréquentes de tes clients, tes prospects, du coup? En fait, j'ai surtout pris l'automatisme parce que dès que j'avais un prospect ou un client au téléphone, je notais directement que dès qu'on me posait la question sur mon portable, sur mon portable dans mon application Notes pour pas oublier. Parce qu'en vrai, des fois, on se dit ah oui, je pourrais traiter ce sujet-là, mais si on le note pas, après on le perd. Donc je note vraiment plein de choses et après je retrie. Tu peux nous donner des exemples concrets? En termes de questions? Ouais. J'ai eu des questions sur les locations de véhicules, tu vois, c'est des sujets qu'on a abordés récemment. J'avais eu des questions à la période de Noël, on l'évoquera après, sur tout ce qui pouvait être cadeau client. J'ai eu des questions, et ça pas mal de fois, on a des questions sur les différences entre le cash et le résultat. Donc ça, c'est des questions vraiment importantes qu'on essaye de traiter, même si parfois c'est compliqué. Donc tout ce type de questions qu'on peut avoir, des fois ça peut être des questions un peu plus basiques. Est-ce que je peux faire passer un voyage sur la société? Est-ce que je peux aller faire du télétravail à l'étranger et le faire payer par la boîte? C'est des réelles questions, c'est pas juste des questions foutage de gueule, il y en a qui le pensent, mais c'est des réelles questions qu'on a parfois de nos clients et qui ont été source d'inspiration pour nous. C'est bien que tu évoques ça parce que plusieurs confrères, ils osent pas en se disant, en fait, c'est des questions trop simples, donc j'ai pas de valeur et je vois pas l'intérêt. C'est des questions qui peuvent paraître simples pour nous, mais qui en fait, même pour un client aguerri, ne le sont pas forcément. Parce que déjà, pour n'importe quel type de question, il faut y apporter un contexte. Donc, typiquement, il y a certains secteurs d'activité qui peuvent avoir des dépenses qui sont déductibles que d'autres ne peuvent pas. Donc, une réponse générique, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et le public, il est pas forcément aussi informé qu'un expert comptable. Donc une réponse simple pour nous peut paraître très importante pour un kidam ou pour un client. Et c'est bien, en fait, toi, tu veux le vulgariser, en fait, cela. On va parler de ce fameux équilibre où tu m'as dit au début, tu as commencé sur la semaine. Je voulais savoir comment tu arrivais à trouver entre des réponses problématiques classiques, comme tu viens de me le dire, TVA sur les véhicules, et aussi avoir l'actualité. Tu viens de le dire également sur la partie en Noël, les cadeaux clients. En fait, je pense qu'il faut faire un bon mix des deux. Ça veut dire que, il y a des questions qui reviennent de manière récurrente dans l'année, et après, il y a des périodes quand même qui vont faire qu'il y a des questions qui sont spécifiques justement à cette période. Donc Noël, les cadeaux clients, quand tu vas te rapprocher de l'été sur peut-être les chèques vacances, là on est en plein période de la taxe sur les véhicules de société, des questions qui vont être relatives au bilan, des arbitrages. Donc je pense qu'il faut arriver à mêler l'intérêt des deux, parce que c'est quand même ce qui plaît aussi à l'algorithme, c'est d'avoir des sujets aussi qui peuvent être dans l'actualité. Donc voilà, il faut avoir du contenu récurrent, ça veut dire qu'il touche à des questions plus génériques, mais il faut aussi avoir, je pense, et traiter quelques questions d'actualité qui répondent aux questions du moment. Maintenant, on va aborder avec toi, si tu veux, le planning et la gestion. Ouais. Combien de temps tu consacres à la préparation de la vidéo? Moi, ce que j'entends, c'est ton brainstorming, ton script, le montage, je mets ma cam, tout ça. Alors ça a évolué depuis les premiers jours. Dis-moi les premiers pour l'instant. Mais sur les premiers jours, comment ça se passait? Déjà, pour tout ce qui a été brainstorming, déjà, le fait de noter les idées, ça, je peux pas tellement te donner de temps parce qu'en fait, je suis en call avec un client, je note l'idée. Ça, Okay, on va dire c'est limite invisible. Voilà, ça c'est invisible. Après, moi, ce que je faisais au début, c'est que je me calais, tu vois, ces sessions de brainstorming poussées après le tournage le dimanche, parce que c'était un peu mon jour off dans la semaine, et je prenais une partie de la journée pour faire ça. Donc en général, sur les premiers jours, ça me prenait, on va dire, 1 heure pour développer à peu près 5 sujets, donc les 5 sujets de la semaine. Donc je travaillais en cherchant des informations, je m'aidais aussi de ChatGPT, tu vois, pour simplifier certains termes, etc. Pour vulgariser, c'est important, parce que parfois on est enfermé dans un carcan, mais moi avec ChatGPT, ça facilite un peu ce travail-là. Et après, sur le côté tournage, alors là, ça peut varier en fonction de chacun, comment il va être à l'aise en fonction de la caméra. Mais moi, j'ai essayé de ne pas dépasser plus de 4-5 minutes par tournage de vidéo. Donc ça veut dire
une vidéo, un sujet, 4-5 minutes de tournage vidéo. Donc si tu en avais 5, grosso modo, ça pouvait me prendre une demi-heure. Ok. Donc ça, c'était le dimanche. Ça me prenait, allez, on va dire, de A à Z. Tu poses la caméra, t'as fait tes prescripts. Moi, je fais pas vraiment de script de vidéo, et je tourne mes vidéos. C'était une enveloppe de 2 heures dans la semaine. Et après, t'as aussi la partie montage et aussi quand même rédaction du post écrit. D'accord? Grosso modo, au début, j'utilisais un outil pour monter mes vidéos, ça s'appelle Submagic. Ouais. Donc, c'est plutôt très simple d'utilisation. Tu as un logiciel qui est boosté, je pense, un peu à l'intelligence artificielle, où dedans, tu mets ta vidéo, ça va te permettre de faire des découpages en fonction des moments où il y a eu des blancs, ça va te permettre de rajouter des sous-titres, de mettre des effets de manière assez simpliste. Et en fait, ce qui est bien, c'est que au début, quand j'ai filmé les premières vidéos, donc pas là, mais il y a 2 ans, j'en avais fait une et en fait, à chaque fois que je faisais la vidéo, dès que je voyais que je ratais une prise, j'arrêtais la vidéo direct. Ok. Et tu vois, ça c'est quelque chose que je referai pas, enfin que je fais plus, c'est que je me dis je laisse tourner la vidéo et après je coupe au montage. Parce que maintenant, le montage est devenu beaucoup plus simple où tu peux facilement couper les moments où tu as des blancs, tu peux couper les moments où tu as raté une phrase. Donc au lieu de couper la caméra, tu redis tout simplement la phrase. On t'es pas spécialiste là-dedans, on précise. Hein. Ah non, je suis pas spécialiste. Donc c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple. Donc ça a été voilà, assez simple. Monter une vidéo donc sur Submagic, ça me prenait à peu près 20 minutes. Et après écrire un post, honnêtement, je m'aidais aussi de ChatGPT pour écrire le post. Donc je reprenais un peu le script de ma vidéo et je lui posais des questions, comment tourner bien le post. Et ça me prenait peut-être après 10 minutes sur ChatGPT. Donc par vidéo, au début, voilà, j'avais un temps à peu près de 30 minutes de montage et de préparation de post. Comment t'as fait pour organiser ça? Moi, ce que je veux dire, c'est dans ton idée. Tu le dis, tu fais des vidéos maximum de 5 minutes. Comment tu arrives à faire passer tous les messages? Est-ce que tu te dis, bon, j'annonce le plan, après cas concret, et à la fin, les 3 choses à retenir? Alors ouais, en fait 5 minutes c'est vraiment la durée de tournage, ça veut dire avec tous les moments où tu peux bafouiller, les cuts, etc. En général, je suis jamais allé jusqu'à 5 minutes, hein. En général c'est 2-3 minutes, mais ça veut dire la vidéo dure une fois montée à peu près 1 minute, 1 minute 30 peut-être pour les plus longues. Et je pense qu'il faut aller au plus simple. Tu peux pas forcément donner toutes les informations dans une vidéo d'1 minute, mais c'est déjà essayer de donner le contexte, un thème global, quelques conseils. C'est important de donner des conseils dans les vidéos. Et voilà. Après, il y a sûrement des sujets à développer en plus, des questions particulières, mais il faut pas se dire que dans la vidéo, tu vas traiter tous les cas particuliers et toutes les exceptions. On traite plutôt des cas généraux. Les exceptions, après, au pire, peut-être ça peut faire le cas d'une deuxième vidéo, mais faut pas embrouiller les gens. Faut se dire une vidéo, une idée principale. Bon, je voudrais revenir avec toi sur la partie outils. Est-ce que tu peux m'expliquer avec quoi tu filmes? Tu m'as dit pour le montage, t'es Submagic, et où tu publies, est-ce que tu as un outil particulier? Alors, je filme avec une caméra qui s'appelle la DJI Osmo Pocket 3. C'est une caméra qui est très pratique et qui est assez simple d'utilisation. Donc en gros, c'est une petite caméra qui se tient dans la main. Elle a un petit trépied, elle a un écran qui est orientable en plus, donc c'est super cool, tu peux avoir un retour écran. Et il y a un micro qui est en général vendu avec le pack, qui est directement synchronisé avec la caméra. Donc en fait, c'est aussi simple que tu allumes la caméra, tu la poses. Moi, je la posais sur mon bureau au tout début. Je mettais mon petit micro un peu comme ça, que j'accrochais là, et j'appuyais sur Rec. Et c'était tout, quoi. C'était assez simple. Rien de compliqué. Non, franchement, ils ont vraiment aidé. Ils ont vraiment aidé. Après, c'est possible de le faire aujourd'hui avec son smartphone ou son iPhone. C'est tout à fait possible. Mais là, ça enlève vraiment toute la friction parce que c'est un appareil qui est dédié pour ça et c'est très simple d'utilisation. Après, pour ressortir les vidéos, soit tu connectes la caméra sur ton ordi, soit tu peux me récupérer la micro SD qui est dedans et tu la fous aussi dans ton ordi. Donc, c'était hyper simple. Donc, un prix sur cette caméra à peu près? Il me semble que elle est vendue donc seule, sans le pack, avec le micro, etc. Je crois aux alentours de 580 et peut-être le pack complet avec le trépied, le micro, 680, quelque chose comme ça. Donc on est en dessous des 1000 déjà, donc c'est abordable quand même. On est en dessous des 1000. Ouais, on est en dessous des 1000. Pour les confrères. On est en dessous des 1000, mais c'est possible de commencer totalement avec son iPhone, même sans micro. Mais et même si tu veux avoir un petit micro, tu as des micros Bluetooth qui s'achètent, je crois, sur Amazon à 20 €. Hein, donc c'est tout à fait possible. Hein. Et ils sont de très bonne qualité. Ouais, tu as des lavaliers, du coup, en fil qu'on met directement comme ça. Tu en as à peu près à 20 €.
Il y a Boya qui fait ça. Et Boya, ils les ont même en, tu sais, les versions Bluetooth. Ouais, il y a Bluetooth maintenant. À 30-40 euros et ils sont de très bonne qualité, je les ai testés. Hein. Ouais, donc c'est abordable. Tu nous as parlé de Somme Magique. Ouais, Submagic, c'était l'outil pour monter. Et après, pour tout ce qui était post, honnêtement, non. Moi, je programme pas mes posts. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui le fait pour simplifier. Moi, je ne programme pas mes posts. T'en fais combien dans la semaine? Un par jour post par jour, ouais. Voilà. Je programme pas mes posts parce que, bon, je préfère les faire... en général, c'est le matin, mais je préfère les poster moi manuellement. Et donc, j'ai pas d'outil particulier. J'avais juste une base de données Notion où je mettais toutes mes idées, où j'organisais quel jour je poste quoi. Et voilà, quoi. Donc là, premièrement, du coup, LinkedIn gratuit. La caméra, environ 500. Et Somme Magique, il est à peu près à combien l'abonnement mensuel? Je dirais que le forfait... Ils ont plusieurs forfaits. Le forfait de base, il est peut-être à 30-40 dollars par mois. Quelque chose comme ça, ouais. Donc pour avoir 8 millions, ça va, c'est abordable, on va dire, le tarif d'entrée. Oui, c'est totalement abordable. Et il me semble même qu'il y a des offres partenaires sur les logiciels où tu peux avoir même des réductions, des choses comme ça. Mais en gros, je pense, sur lequel il faut pas se limiter, c'est vraiment Somme Magique. C'est vraiment celui-là qui aide, je pense. Après, je sais qu'il y en a qui le font avec CapCut. Ouais, t'as CapCut. Et CapCut, je crois que c'est gratuit aussi sur les téléphones, sur les versions light. Donc en vrai, tu pourrais même commencer avec ton téléphone, tu l'as déjà. CapCut, c'est une application qui se télécharge gratuitement sur l'Apple Store ou le Play Store. Je crois que tu as même la version ordi, gratuit déjà pour les fonctionnalités de base. Donc tu pourrais commencer vraiment sans avoir besoin de débourser aucun euro. Ouais, on peut évoluer sur ce côté-là. Bon, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques ton processus. Comment tu fais maintenant pour gagner du temps entre la première fois et aujourd'hui? Alors maintenant, j'ai essayé quand même d'automatiser certaines tâches et de processiser un max. Donc ça veut dire avant, j'étais sur des séances de tournage de une fois par semaine et de brainstorming. Maintenant, je préfère le faire une fois par mois. Donc ça veut dire je tourne toutes mes vidéos du mois pour gagner du temps et on commence à déléguer aussi la partie montage. Tu te prends une journée et tu fais 30... Typiquement, c'est pas une journée pleine, hein. C'est que même dans ma façon de réfléchir mes scripts, de tourner, ça va beaucoup plus vite parce que bon, t'as l'expérience qui vient. Quand t'as tourné déjà quasiment 50 ou 60 vidéos, ça devient un peu plus simple. Donc là, typiquement, sur ma dernière séance, ça a dû se faire en 3 heures. J'ai tourné, tu vois, tout le mois. Donc en fait, tu comprends qu'il faut plus aller à la chaîne. Et en fait, quand tu découpes les séances jour par jour, déjà, c'est une catastrophe. Faut pas le faire jour par jour. Mais déjà, semaine par semaine, tu perdais du temps, tu vois, ne serait-ce que de se dire, je reviens, je refais, etc. Pour info, j'ai pas de studio, hein. Moi, je fais ça dans mon bureau, donc vous pouvez le faire soit dans votre bureau, soit même chez vous. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'éclairage et un coin où il n'y a pas trop de linge derrière ou des choses comme ça, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de studio. On m'avait posé la question, donc j'y réponds aussi. Mais voilà, t'automatises et tu processises un maximum les choses, quoi. De toute façon, au pire, on peut commencer, on teste. Et puis après, l'objectif, c'est de se mettre sur une journée. Et comme tu disais, on parle, on s'arrête pas, on coupe pas. Et ouais, c'est ça. On verra au montage. C'est ça. En fait, il faut se dire, dans tous les cas, même si tu vois que t'es pas content de ta vidéo, tu la publies pas, quoi. C'est ta vidéo. Ouais. C'est ta caméra. Il n'y a pas de pression à avoir devant une caméra. C'est arrivé, toi, par exemple, tu t'es dit, il y a là, cet épisode-là, il est nul, bon, on ne monte pas. J'ai eu un cas d'une vidéo que j'avais tournée, montée, préparée, et elle n'a pas été publiée. Honnêtement, c'était un peu relou. Je peux te dire c'était quand exactement. C'était le jour où le gouvernement Barnier est tombé. Ah. En fait, j'avais préparé une vidéo où je parlais de l'augmentation potentielle de la flat tax à 33%. Ouais. Et elle était prévue le lendemain, la vidéo. Et le jour d'avant, j'apprends donc que le gouvernement est tombé et donc que le projet d'amendement tombe à l'eau, quoi, parce que tout le projet de loi de finances. Donc la vidéo n'est pas sortie. Donc t'aurais dû les appeler pour dire attends, moi j'ai déjà ma vidéo de programmée. Alors j'ai vu même certains youtubeurs qui avaient déjà leur vidéo programmée qui sont sortis malgré ça. Moi j'ai trouvé que ça servait à rien, quoi. Tu publies pas une vidéo si c'est plus d'actualité. Alors peut-être qu'elle reviendra, la flat tax à 33, ouais. Ils en parlent en ce moment. Peut-être que je ressortirai ma vidéo, j'en sais rien, mais non, ça m'est déjà arrivé. Mais par contre, dans mon expérience passée, avant j'avais fait quelques vidéos, 2-3 avant mon challenge. Et là, au tout début, comme je te disais, quand je tournais ma vidéo, des fois, j'arrêtais. Dès que je voyais que je bégayais sur un truc et je reprenais. Ouais. Et ça, je pense que c'est une erreur parce que ça te fait perdre énormément de temps, ça te saoule et ça te décourage. Et en fait, il faut se dire, même si ta vidéo, elle est pas bonne, c'est ta caméra, il n'y a personne qui te voit.
Et si tu veux au début tourner tout seul, sans qu'il y ait personne chez toi ou personne dans ton bureau, parce que tu te sens plus à l'aise par rapport à l'œil extérieur. Moi au début quand je tournais les premières vidéos, je voulais qu'il y ait personne au bureau, le stress parce que je voulais pas qu'il y ait un bruit, etc. Et je voulais pas me sentir gêné. Bon maintenant ça devient un peu plus cool, tu vois, mais il faut être à l'aise quand on le fait. Faut se dire, faut pas être crispé, faut être détente. Il y a personne si tu montes pas la vidéo qui va la voir. Donc soit détente, soit cool et fais-le comme tu le sens surtout. Complètement. Maintenant, je voudrais qu'on parle de après le post vidéo, c'est-à-dire quand tu vas te mettre à publier. Donc toi, principalement, tu as pris le canal LinkedIn. Est-ce que tu as défini un moment dans la journée, tu t'es dit, bon, c'est les matins, l'après-midi, parce que ça fonctionne mieux, ou tu y vas au feeling? Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent il vaut mieux publier à 8h le mardi, 10h le lundi, midi le mercredi. Il y a plein de posts qui sont comme ça. Moi, mon postulat que j'ai pris quand j'ai commencé mon challenge, c'est je me dis, je publie tous les jours. Peu importe l'heure, je vais pas me casser la tête sur savoir c'est quand l'heure. Mon postulat de base, c'était de me dire, je me pose pas de questions, je fonce et je trace. Donc je me suis pas dit, je vais réfléchir de manière métaphysique sur les sujets. Je me suis pas dit, je vais réfléchir de manière métaphysique sur quelle heure poster, parce que je sais très bien que quand tu vas dans ces questions-là, finalement, tu passes pas à l'action. Et mon but, c'était de me dire, je passe à l'action. Donc moi, le plus simple pour moi, c'était de dire, il faut que je publie le matin. Pourquoi? Parce que après, au moins, je suis libre dans toutes mes autres tâches de la journée. Et donc, pour moi, c'était le matin, mais c'était totalement variable dans les heures. Ça veut dire, il y avait des jours où je publiais à 8h30, il y en a où j'ai publié à 10h, 10h30, 11h. En fait, c'est en fonction de mon emploi du temps. C'était de me dire toujours le matin, parce qu'au moins, après, je suis libre. Mais je me suis pas donné d'heure exacte. Je sais qu'il y en a qui programment leur post de jour en jour à la même heure, à la même seconde, pour qui ça a marché, hein. Mais moi, c'était, et c'est toujours le cas, je publie quand je peux, le matin. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, tu as vu que ça a fonctionné plutôt bien, on a atteint les millions. Est-ce que du coup, maintenant, avec le recul, tu as ajusté certaines choses sur les vidéos, la longueur, le texte, avec les retours que tu as pu avoir? Alors bon, déjà, par rapport aux premières vidéos début novembre, je crois, je suis quand même devenu un peu plus à l'aise. Donc déjà, on le sent, je crois, à la caméra. J'ai eu des retours même d'amis qui me disaient, bon, on te sent plus à l'aise dans ta gestuelle, etc. Donc c'est cool. Je crois qu'au début, il n'y avait pas forcément de cover, ou en tout cas un peu imagé. C'est des choses que j'ai rajoutées après pour que ça donne un peu plus de choses et de couleurs. Et là, j'ai aussi varié récemment les arrière-plans. Ça veut dire, avant, j'étais forcément assis à mon bureau. Là, je mets par exemple des fois sur ce fauteuil-là dans les vidéos. Je change, mais j'ai pas forcément eu de retour sur ça. Tu vois, y en a qui disent change les chemises 4 fois dans tes tournages. Moi au début je me suis pas pris la tête et j'ai foncé, tu vois, et personne m'a dit mais t'as la même chemise dans toutes tes vidéos, est-ce que tu mets la même chemise tous les jours? Non, c'est juste que mes vidéos elles sont batchées et au début je me cassais pas la tête. Je pense que les gens ont compris et aujourd'hui les gens ne viennent pas te chercher sur ça, je pense qu'ils viennent te chercher plutôt sur la valeur que t'apportes. C'est un message clé, moi je pense que c'est surtout travailler le fond de ce que l'on va dire, et après on va dire la forme. La forme s'améliore avec le temps. De toute façon, on va pas chercher un film. En fait, c'est la personne qu'on a envie d'avoir en fait en face de nous, et surtout avoir les clés que tu vas transmettre, toi. Ouais, bien sûr. Après, même sur la qualité de la vidéo, je pense qu'elle pourrait être améliorée. Je pense pas que je suis en 4K actuellement sur les vidéos que je publie sur LinkedIn, mais ça m'a pas empêché de faire des gros scores. Donc, ça veut dire que les gens, ça leur a plu. Et c'est le plus important, en fait. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu me racontes les 2 vidéos qui ont fait le meilleur résultat. Ouais. Alors, on a eu une première vidéo qui parlait un peu de la gestion du cash, sur notamment ouvrir un deuxième compte bancaire pour pouvoir mettre de côté l'argent pour l'URSSAF et pour la TVA. Donc, c'est pas non plus un conseil extraordinaire, hein, mais je crois que la vidéo, elle avait fait plus d'1 million de vues, facile, je crois 1,2 million. Et il y avait notamment une autre vidéo, je crois, qui parlait aussi, là qui met en tête le sujet des indemnités kilométriques. Très bien marché. Alors que c'est un sujet qu'on connaît quand même dans notre profession, mais c'est un sujet qui intéresse. Donc ça fait voir aussi que tu pourrais la ressortir l'année prochaine, c'est la même. Ce qu'il faut, c'est juste en fait transmettre l'info. Le rappeler, c'est surtout ça en fait qui est important. C'est sûr, ouais. Après il y a des vidéos qui vont mieux marcher que d'autres.
Je suis pas devenu encore un super analyste du pourquoi, du comment, mais il y a des thématiques qui plaisent bien et c'est pas forcément des thématiques super nichées, super précises. Parce qu'il faut se dire que quand même sur les réseaux, tu dois toucher un public qui doit être mainstream, ça veut dire très large pour après pouvoir toucher un maximum de monde. Parce que si tu fais une vidéo super intéressante peut-être, mais très nichée, elle va être peut-être pas être vue par beaucoup de monde et donc automatiquement l'algorithme ne va pas la montrer à beaucoup de monde. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc de pas aller dans le détail, mais plutôt sur les sujets qui peuvent toucher principalement la Ne pas fiscalité aller tout le monde. dans le détail sur sur les vidéos qui vont être ta porte d'entrée sur le réseau. Peut-être après, c'est des vidéos que tu pourrais traiter de manière plus poussée sur des contenus plus longs, sur d'autres types de réseaux, ou même des vidéos que tu pourrais envoyer en message privé quand tu as des demandes particulières. Allons maintenant sur la partie résultats et leçons que tu as pu apprendre de ton action. Quel résultat ça t'a obtenu à la fin pour le cabinet? Typiquement déjà, premièrement, plus de notoriété. On a quand même eu cet aspect visibilité de manière importante. On a pu nouer quelques partenariats aussi stratégiques. On a eu quand même aussi plus de leads pour le cabinet, des clients aussi qui ont signé grâce à ça. Et on a même eu des prospects qu'on avait eu il y a plus d'1 an et demi au téléphone. On s'en est rendu compte hier en faisant le point, et qui sont revenus vers nous, parce qu'à l'époque, ils voulaient pas forcément changer d'expert comptable, et qui sont revenus vers nous, et je pense que LinkedIn a eu quand même une bonne part de responsabilité dans ça. Tu peux nous en citer un lead? Un exemple? Il a vu telle vidéo, il est venu te voir pour ça? Alors, je ne saurais pas te dire sur quelle vidéo ils ont forcément rebondi. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a eu de tout. Ça veut dire, on a eu des gens qui nous ont dit à la suite de telle vidéo, je t'envoie un message, ou est-ce que tu veux que je prenne rendez-vous sur ton lien Calendly, ou est-ce qu'on se fixe un truc. Et j'ai eu des personnes qui ne m'ont même pas du tout contacté en message privé, ni commenté le post, mais qui ont appelé directement au cabinet et qui ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc, il y a vraiment de tout. T'as des clients aussi qui t'en ont parlé? Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de clients qui m'ont dit qu'ils adoraient le format et que c'était très sympa parce que voilà, ils en apprenaient aussi tous les jours. Donc c'est assez cool. Et j'ai même des clients qui m'ont dit on est ta source d'inspiration avec nos questions. Donc c'est du positif. Ouais, c'est du positif pour tout le monde. Si tu devais résumer les 3 facteurs clés de succès qui t'ont permis de réussir ce défi, c'est quoi? Le premier, c'est de passer à l'action. C'est le plus important, passer à l'action et ne pas se casser la tête. Deuxième, je dirais, c'est un peu toujours dans la même logique, mais ne pas oublier que c'est ta vidéo et si tu veux pas la publier, tu la publies pas. Donc ne pas se mettre un stress monstre par rapport à ça. Et troisième point, qui est complémentaire aussi du passage à l'action, c'est d'être régulier. Régulier sur une période donnée, parce que les algorithmes des réseaux, ils aiment la régularité. Quelle a été l'erreur la plus importante que tu as faite et qu'il ne faudrait pas refaire? Je l'ai dit, je crois, déjà plusieurs fois dans l'interview, mais c'était une erreur que je faisais avant de tourner ces vidéos, c'était de couper et de reprendre une vidéo à chaque fois, parce que pour une vidéo d'1 minute à l'époque, je pouvais prendre 1 heure de tournage. Ah ouais. Donc là, j'ai divisé par 20, je passais de 60 minutes à 3 minutes, donc par exemple, on va dire, je bug là sur la vidéo. Tu continues? On reprend, hop, on va recouper. En fait, tu continues la phrase, tu redis la phrase. Par exemple, si tu dis je m'appelle Raphaël Attard et que tu as bugué sur ta phrase, tu reprends je m'appelle Raphaël Attard. Ok, oui, puis après au montage, ça plus vite. Et au montage, tu peux l'effacer rapidement parce qu'avec les outils, tu peux sélectionner très facilement les moments à éliminer, quoi. Et même les E, etc., tu peux les éliminer au montage très facilement. Ouais, maintenant, sur les IA dans les montages, ça te permet de supprimer et ça va assez vite. Donc maintenant, en termes de rentabilité, est-ce que tu pourrais me dire à peu près grossièrement, avec le temps que tu as pris, l'argent que tu as investi, on a dit c'est moins de 1 000 € au final, est-ce que tu es gagnant avec tous les leads qui sont rentrés? Alors, d'une manière long terme, je dirais oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder forcément le court terme parce que tu investis quand même beaucoup de temps au début, beaucoup d'énergie, et tu vas pas forcément avoir une rentabilité financière dès les premiers jours. Donc c'est un peu plus sur le long terme, et il faut aussi voir tous les aspects connexes, ça veut dire tout ce qui va pouvoir être développé grâce à ça,
Donc ça peut être des partenariats, ça peut être un renforcement de ta visibilité, ça peut être peut-être même des prospects que tu as eu par d'autres canaux d'acquisition, mais qui sont rassurés par ton contenu parce qu'ils voient que tu es quelqu'un d'actif. Donc c'est un tout. C'est très difficile de matérialiser de façon l'impact marketing d'une campagne dans tout. Hein. C'est très difficile de le mesurer de manière quantifiable. Maintenant, oui, il y a déjà une rentabilité économique, déjà des leads qui proviennent directement de LinkedIn, mais je pense qu'il faut surtout regarder un objectif long terme et ne pas se dire aussi je fais ça que pour l'argent et que pour le lead. Parce que si tu te dis que tu fais ça que pour l'argent et que pour le lead, c'est très compliqué parce qu'au début, tu n'as pas forcément une rentabilité. Donc il faut forcément avoir un objectif long terme et ça, c'est pas un objectif financier que tu peux avoir dès les premiers jours. Bah parlons sur la partie perception de ton expertise. Est-ce que maintenant, toi, tes clients et aussi les confrères ont une perception différente d'après toi? Je pense pas forcément, parce que bon, j'ai l'habitude de dire, on est tous des experts comptables, en tout cas dans notre milieu, et il y en a pas forcément un qui est plus intelligent qu'un autre, donc sinon on serait pas diplômé, hein, mais on est tous diplômés, donc je dirais pas forcément, mais ça permet d'avoir plus de visibilité. Ça c'est sympa aussi pour les clients parce qu'ils aiment bien. Et après dans la perception, non, je pense que ça change pas. Il y en a qui me taquinent en disant bon, t'es devenu influenceur sur LinkedIn, mais non, je te l'ai fait tout à l'heure. Ouais, non, je suis pas devenu influenceur. Je partage juste mes conseils. Je reste qui je suis et voilà, c'est tout. Après, oui, c'est parfois, bah, tu peux être amené à connaître plus de monde parce que c'est vrai que c'est plus facile de connaître du monde aujourd'hui sur les réseaux, malheureusement, que dans la vraie vie. Donc, ça nous a permis de tisser des relations avec certaines personnes. Et après, on a pu se revoir dans la vraie vie et c'était très cool, tu vois. Mais il y a aussi cet aspect positif au réseau. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Là, on est en train de tourner, on est au mois de janvier, donc période fiscale. Ouais. Et je voudrais qu'on parle de tes prochaines étapes, du coup, pour un petit peu monter en puissance là-dessus. Comment tu vas produire tes vidéos pendant cette période intense? Est-ce que tu t'es dit, ouais, bon, j'arrête tout? Ou comment on fait? Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on fait une pause, est-ce qu'on fait pas une pause? Bon, la réponse, elle a été rapide, c'était non, on continue. On est sur la régularité, donc on continue. Donc justement, ça a été se dire, bah, on va venir automatiser plus le process, d'où tourner toutes les vidéos du mois en un jour. Bah, comme ça t'évite de revenir. On a commencé à déléguer la partie montage des vidéos. Donc déjà, ça libère énormément de temps. Sur le montage, du coup, tu fais quoi, du coup, pour envoyer? T'envoies juste la vidéo? J'envoie les rushs des vidéos, vraiment de manière brute. Et après, le monteur, bah, il me montre les vidéos. Et si j'ai besoin de faire quelques retouches, je lui précise ce que j'ai besoin, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Là, avec le retour, ça te soulage? Ça me soulage. C'est pas forcément que c'était difficile, mais je m'enlève une étape dans le process qui, en vrai, peut être déléguée à quelqu'un qui est même meilleur que moi. Donc, une fois qu'on a ajusté, j'avais fait le test, tu vois, avec 2 monteurs que j'avais trouvés. Et j'ai choisi celui qui me plaisait le mieux dans ce qu'il a produit. Donc, en vrai, ça enlève une étape du process, quoi, et c'est cool. Top. Maintenant, je voudrais que tu me donnes, toi, parce que 8 millions de vues, c'est quand même impressionnant, même en dehors de la profession, hein, quand vous allez sur des spécialistes du marketing ou autre, souvent, ils font 1 million, les plus connus. Toi, tu as fait 8 millions, c'est fait voir vraiment impressionnant. Je le répète encore. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, un expert qui se lance là aujourd'hui? 2 conseils. Bon, alors déjà, quand même, on va recontextualiser les choses. Oui, j'ai fait 8 millions de vues sur mon premier mois. Bon, on a fait un peu moins le deuxième. Je crois que je te disais, on était à peu près à 5 ou 6 millions. Il y avait les périodes de Noël et de fêtes, donc je pense que les gens étaient moins présents. Donc c'est super, mais je pense qu'il faut pas être forcément se focaliser sur ces chiffres-là. C'est pas le plus important. C'est quand même un indicateur sympa dans le sens de dire que ça veut dire que quand même le contenu plaît. C'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, il faut pas se concentrer que sur ces métriques-là. Il faut aussi aller chercher de la relation, aller chercher de l'échange, et c'est le plus important. Je vais te poser une autre question plutôt, c'est est-ce que tu penses maintenant qu'il y a Raphaël qui est sur les réseaux, il n'y a plus de place pour les autres experts? Déjà, premièrement, il faut savoir qu'on est une des niches sur les réseaux qui est la moins représentée. Donc typiquement, je sais pas, mais si on est ne serait-ce que 50 à parler expertise comptable, fiscalité, finance sur les réseaux, je trouve ça déjà énorme en France. Hein. Donc quand tu compares avec les secteurs du marketing, du business, ou même de la crypto, où il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a des boulevards.
Vraiment, il y a des boulevards qui sont là pour tout le monde. Tu peux soit aborder de manière différente. Moi, j'ai pris la vidéo parce qu'en fait, c'était ce que j'aimais. J'aimais pas écrire. Je préfère véhiculer un message en vidéo, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça veut dire que je ne scripte pas mes vidéos de A à Z. J'écris des bullet points qui vont me donner une guideline sur ma vidéo, mais je préfère parler naturellement. Et il y en a qui vont peut-être préférer les posts, il y en a qui vont peut-être préférer les carousels, il y en a qui ont aimé et adoré le format des feuilles volantes. C'est en fait, il faut faire ce qui marche le plus pour toi, ce qui va te permettre de produire de manière facile, et c'est ce que le public va sentir aussi. Si tu fais un truc, mais on sent que c'est pas toi, si on sent que la vidéo c'est pas toi, et que tu te forces et que ça donne un mauvais résultat, le public va le sentir. Et c'est ça qui peut causer problème. Donc il y a un boulevard pour tout le monde, il y a des thématiques, il y a plein d'experts qui sont spécialisés. Là, je regardais il y a pas longtemps, il y a un confrère que je connais qui s'est lancé sur LinkedIn, et lui, il est expert comptable dans une niche, tu vois, du domaine de la musique. Bah, c'est hyper intéressant. Moi, c'est un domaine que je maîtrise absolument pas, que lui maîtrise parfaitement, et il a un boulevard devant lui. Il va répondre du coup à son auditoire qui sera différent du tien. Tout à fait. Alors, maintenant, est-ce que tu aurais une checklist d'étapes simples pour débuter? Faut penser à quoi? Premièrement, les idées. Donc ça veut dire se préparer des idées dans la semaine, dès qu'elles viennent, tu les notes. C'est la première chose à faire parce que c'est la porte d'entrée du contenu. Et après, ça va être, tu vas devoir forcément avoir la deuxième étape qui est la partie brainstorming sur comment faire tes scripts, ou alors si tu veux, si peut-être pour toi le format post c'est peut-être mieux, brainstorming sur ce que tu vas écrire. Et après, ça va être automatiquement tournage, montage, publication. C'est plutôt simple en vrai. Moi, il y a une partie qui est importante pour moi, c'est les confrères, souvent, ils me disent, en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Tu réponds quoi à ça? Alors, je vais commencer par la deuxième. Sur la question des moyens, on l'a déjà dit, tu peux commencer avec un smartphone que tu as déjà. LinkedIn, bon, comme tu l'as dit, c'est gratuit pour tous, et tu as même des applications qui sont gratuites. Donc, sur la question moyens, t'es pas obligé de commencer avec une caméra en plus, tu peux commencer avec ce que tu as. Tu peux toujours faire avec ce que tu as. Le temps. Sur la question temps, alors oui, ça demande du temps et de l'organisation. Ça, faut pas le mentir. Tu as la partie tournage et après, tu as la partie aussi publication. Et il faut participer aussi au jeu de LinkedIn. Ça veut dire il faut être présent. Donc, typiquement, ça me prend en moyenne, même jusqu'à aujourd'hui, 1 heure par jour, à peu près entre une demi-heure et 1 heure par jour, pour poster, commenter, interagir, répondre aux demandes, etc. Donc, c'est un temps qu'il faut s'aménager. Mais c'est possible de l'organiser. C'est toujours une question d'organisation. En fait, c'est un peu... en fait, tu es chef d'entreprise, donc tu as ta partie, on va dire, commerciale, marketing, donc tu es obligé de le mettre en place sur ta strate, et c'est tu te libères 1 heure, 2 heures pour faire du commercial, de la strate. Ouais, tout à fait. Après, y a des cabinets qui sont beaucoup plus gros et qui ont même des personnes qui sont dédiées pour ça, en interne, justement pour faire toutes ces tâches-là. Donc, ça dépend de la taille du cabinet et de ce qu'ils veulent faire. Pour conclure, moi, je voudrais, en fait, comment on peut te suivre? Alors, on peut me suivre déjà sur LinkedIn, Raphaël Attard, expert comptable, ou alors sur le site du cabinet, vous pouvez aussi nous retrouver, velars.fr. Juste avant de finir, moi j'ai un petit jeu que je fais tout le temps, c'est le jeu ceci et cela. Je te pose des questions et tu me dis c'est lequel qui te correspond le mieux. Ok. T'es parti? C'est parti. Alors, tu préfères la vidéo ou les scripts écrits? La vidéo. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Tu préfères Paris ou Marseille? Paris. Pourquoi? Je suis pas spécialement foot en plus, mais bon, j'ai toujours vécu à Paris. Et peut-être que j'aimerais bien visiter Marseille, je l'ai jamais fait, mais Paris, c'est là où je suis né, où j'habite. Ouais, t'as bien retourné pour dire s'il doit y avoir des auditeurs peut-être marseillais, du coup, en disant ouais, j'irai visiter. Non, j'aime bien, je trouve que c'est une belle ville à visiter, et je l'ai jamais fait, et j'aimerais bien le faire. Bah, je te le souhaite, elle est vraiment mais je suis plus tennis que foot, donc tu vois, tu m'aurais dit Rafa ou Roger, je t'aurais dit Rafa. C'est vrai? Ouais. Et ben, on va faire Rafa et Djoko. Rafa. Toujours? Rafa, ouais, toujours. Ad vitam aeternam, mais Ben, mon associé, c'est pareil, ça veut dire on est fan inconditionnel depuis le premier jour. Tu l'as vu à Roland-Garros? Ouais. Et je l'ai vu justement dans sa dernière 8e de finale contre Djoko, qu'il a joué. C'était un match incroyable. C'est vrai? Ouais, sur le Châtrier en soirée, c'était incroyable. Tu es plutôt costume, chemise ou plutôt sweat? Oh, j'aime bien le costume chemise. J'ai toujours bien aimé, et depuis mon plus jeune âge, donc costume chemise. Fêtard ou pantouflard? Pantouflard. Alors, fêtard avant peut-être. Oh non, même j'ai toujours bien aimé le confort de la maison, même regarder un bon film, pantouflard. La dernière, t'es plutôt chien ou chat? Chien. Ouais, j'aime bien les chiens. Bah écoute, je te remercie pour cet épisode. Merci à toi, et c'était un plaisir. Et puis nous, on se dit au prochain épisode. À la prochaine.